Bonsoir Rosanna Narducci. Alors, Bonsoir. peut-être voudrais-tu que je te nomme par ton nom galactique qui est Shamira. Oui, si tu le souhaites. C'est vrai que ce soir, si je parle et réponds à tes questions, il vaut mieux que ce soit les vibrations de mon être solaire, galactique, Shamira, qui descendent, effectivement. Voilà. Et justement, Shamira, que veut dire Shamira? Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce nom? Alors, c'est vrai qu'on a des prénoms sur Terre qui parfois ont une signification, parfois pas. Enfin, en général, les prénoms ont toujours une signification importante, ne serait-ce que ils expriment le rôle qu'on joue dans un clan familial, mais le prénom galactique, c'est encore autre chose. Il est, il est la description, si on peut dire, de ton mandat. Shamira, c'est une gardienne de connaissances. Gardienne de connaissances. Ouais. Bah écoute, voilà Shamira. Donc tu es channel du maître Crystal Shaya. Oui. Ouais. Alors, Crystal Shaya, c'est un maître qui vient du système d'Orion. Ouais. Il a été régent sur Orion, il a été, dans des temps très anciens, mon père. Et aujourd'hui, oui, Shamira, gardienne de connaissances, c'est parce que aussi je suis gardienne, révélatrice des annales akashiques du système d'Orion. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes en coécriture, Marc Vallée et moi, donc Marc Vallée, directeur des éditions Ariane, pour retransmettre ces mémoires d'Orion sous la forme d'un roman initiatique. D'ailleurs, son nom galactique est Shamir. Shamir, c'est aussi la connaissance. D'accord. La transmission de la connaissance. D'accord. Alors, toi, tu es Shamira, gardienne de connaissances, et Shamir, transmission de la connaissance. Oui. Ou propagation de la connaissance. D'accord. Dans le sens transmission, propagation. Donc, Shamira, tu transmets donc l'enseignement du maître Oui. Crystal Shaya pour éveiller donc les consciences. Et aussi, une partie de ton mandat, c'est aussi d'ouvrir les portails dans le monde. Alors, voilà, parle-nous de ces portails. Qu'est-ce que c'est qu'un portail? Et ben, explique-nous de quoi il s'agit. Ok, merci. Donc effectivement, un de mes mandats, c'est d'ouvrir, d'activer 12 portails sur la planète, qu'on appelle portails de rédemption et de solarisation. En 2011, il y a eu un premier conclave que j'ai eu la grâce de canaliser et les maîtres parlaient des portails de rédemption. Moi, à cette époque, je croyais qu'il n'y aurait qu'un seul portail. J'étais loin d'imaginer que finalement, il y aurait 12 portails à ouvrir. Alors, que sont les portails? Pourquoi déjà il y a deux types de portails, rédemption, solarisation? Il faut quand même comprendre le contexte terrestre actuel. La Terre est en train de changer de fréquence. Sa grille cristalline est modifiée. On reçoit la Terre, elle a pu s'aligner au grand soleil central Sirius. Et actuellement, on reçoit des particules de lumière qu'on appelle particules adamantines et qui sont encodées par nos aînés des étoiles. Ils sont en train de nous retransmettre tout ce que eux ils ont vécu, toute la richesse de leur vécu par rapport au processus d'ascension. Parce que nous, ce que nous vivons et ce que nous avons vécu sur Terre, les âges féodaux, la dualité, tout ça ils l'ont vécu avant nous. Ils ont maintenant atteint un niveau d'évolution qui leur permet d'être dans une conscience unitaire. Ils vivent dans ce qu'on appelle des univers père-mère. Et nous, sur Terre, nous sommes dans un monde en évolution, un monde encore qui a une matrice de dualité. Donc, on appelle le système comme le nôtre un univers fils, un univers en évolution. Et comme actuellement les maîtres ascensionnés
se sont rendus compte qu'il y avait une évolution au niveau technologique, mais pas forcément une évolution au niveau de la conscience, le risque, c'était que la technologie devienne dangereuse. La fission de l'atome, qui crée bien sûr de la lumière à travers l'électricité, les centrales nucléaires, mais en même temps, on voit bien que ça produit aussi des déchets radioactifs qu'on ne sait pas gérer, on les met sur Terre et puis on attend que les choses se passent. Donc, la Terre aujourd'hui est en train de changer de fréquence. On peu à peu, à travers ces particules, on reçoit une information d'une conscience plus vaste, plus large. Et donc, ça attire aussi notre être solaire à s'incarner. Alors, les chamans sur Terre disent que lorsqu'on a vécu des souffrances très difficiles, on finit par fractionner notre âme. L'être solaire, au départ, il est une manifestation de la divine présence Je suis. On est dans la source, on est divine présence Je suis, on s'extériorise de la source. Dans une polarité féminine ou masculine, on devient un être solaire. Et cet être solaire a un vécu avant la Terre, dans le système des étoiles. La plupart d'entre nous, qui sommes finalement un reflet, une émanation, une part de notre être solaire, une part incarnée, nous avons vécu le temps des guerres galactiques. Et pendant ces temps de dualité, de guerre, parce qu'avant que ces étoiles maîtresses soient ascensionnées, elles ont traversé, comme je vous dis, les mêmes problématiques qu'on connaît sur Terre. Et notre être solaire a donc vécu dans le temps des guerres, des temps assez douloureux, violents. Et à chaque fois qu'on a été confronté aux involutifs, on s'est aussi fractionné. On n'appelle pas ça des fragments d'âme, on appelle ça des extensions. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a des parts multidimensionnelles, ascensionnées ou ascensionnables, qui évoluent déjà dans des univers père-mère. Et puis, on a des parties de nous qui ont vécu, qui ont engrammé de la douleur, de la souffrance. C'est des extensions. Les extensions, c'est de la mémoire de notre être solaire, mais une mémoire karmique. Aujourd'hui, on peut recontacter cette mémoire karmique du temps du galactique parce que justement la Terre modifie ses fréquences vibratoires. Il y a ces particules, et ces particules, donc, elles appellent notre être solaire à s'incarner, à descendre. Quand il descend, il quitte les champs de conscience unitaires et il arrive vers la Terre qui est encore en mode duel, même si on est en train progressivement de changer de matrice. Et comme il descend sur la Terre, il attire avec lui tout son environnement, toutes les parts de lui-même, ces parts mémorielles qui ont eu de la souffrance. Donc c'est aussi une opportunité pour notre être solaire de s'incarner sur Terre et de guérir complètement. Et ce qui est encore de plus merveilleux là-dedans, c'est que notre être solaire, lorsqu'il descend avec ses extensions, donc ses parts souffrantes, elles étaient entourées par des involutifs type reptiliens, dracos et autres, des énergies, des entités d'énergie involutive. Et ces entités-là, à travers le chemin que parcourent nos propres extensions, ces entités-là ont l'opportunité aussi d'aller vers un chemin d'évolution grâce notamment aux portails. Les portails donc, ont déjà été créés dans d'autres dimensions et ils sont simplement reliés, reconnectés si je puis dire. On reconnecte des portails à la Terre pour qu'il y ait toute une alchimie qui se fasse de nos extensions et de tous leurs peuplades, si je puis dire, qui vivent dans son environnement. Alors, il me vient une question là tout de suite. Ces portails sont aussi redirigés sur la Terre. Est-ce qu'il y a des lieux précis ou est-ce que c'est des endroits tirés au hasard? Non, j'allais y venir, merci. Non, c'est pas tiré au hasard, ou alors c'est
le hasard avec un dé divin. Hein. C'est Dieu qui se balade incognito. Je crois que c'est Einstein qui disait ça, mais non, bien sûr, ce sont des grands vortex majeurs de la Terre qui sont choisis. Le premier portail, d'ailleurs, a été installé à la porte d'Aramumuru, entre la frontière de la Bolivie et du Pérou. C'est une Stargate, une porte des étoiles. Donc c'était un vortex très important. Et on a ouvert ce premier portail le 21 décembre 2012. Une date qui restera, comme nous le dit le médecin Germain, une date anniversaire pour l'humanité future. On dit que c'est la date du grand rassemblement. Alors, l'image d'Épinal qu'on pourrait avoir, justement, le grand rassemblement, c'est des hugs à l'infini entre des êtres qui se prendraient dans les bras et qui disent « tu es un autre moi, tout est merveilleux ». C'est un peu l'image surfaite comme ça. Non, rassemblement, le grand rassemblement, c'est le rassemblement, la réconciliation de différentes races qui vivent des évolutions différentes, dont certaines qui ne sont même pas encore inscrites dans des programmes d'évolution. Et pourquoi ça peut se faire à travers l'humanité terrestre et pas une autre humanité? Parce que nous sommes des êtres métissés. Pendant ces guerres galactiques, au moment même où nous avons été en affrontement, en confrontation avec ces forces involutives, elles nous ont opérés sans notre accord, sans respecter la loi d'espace, mais dans les opérations qu'elles nous ont faites, elles ont donc modifié, altéré notre ADN. Aujourd'hui, nous avons un ADN métissé, avec à l'intérieur de cet ADN une conscience christique d'amour, de don de soi, de service au bien commun, de lien d'amour, de connaissance innée des lois cosmiques, et puis une autre part qui est plus involutive, qui elle est une part plus basée sur le pouvoir, mais pas le pouvoir sur soi, le pouvoir sur l'autre, la compétition, prendre pour avoir, c'est plus un aspect un peu prédateur, abuseur, manipulateur. Donc on a en nous comme ça, je vais vous raconter une petite légende que je raconte souvent aux personnes qui viennent dans mes séminaires. Il y a un petit enfant un jour qui demande à son père « C'est bizarre, je sens comme deux forces en moi, deux courants d'énergie. Il y a une partie de moi qui voudrait faire du bien, servir, aider mon prochain. Et puis je sens une autre partie de moi là, qui a envie de prendre le pouvoir, qui a envie de combattre, de gagner à tout prix. » Et le père lui dit « Oui, c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait un loup blanc et un loup noir qui s'affrontent ou qui se confrontent. » Et le petit garçon dit « Oui, mais qui va gagner alors? Le loup blanc, le gentil ou le loup noir ?» Et le père lui dit « Celui que tu nourriras. » Et ça, c'est une notion fondamentale. Ça fait partie aussi de mon mandat, c'est-à-dire d'éduquer. Vu qu'on a à l'intérieur de nous des codes involutifs, des codes du germe 1 christique, ces codes du germe 1 christique, même s'ils sont de nature christique, ils n'ont pas atteint encore leur puissance de rayonnement. Ils n'ont pas atteint leur croissance totale. D'ailleurs, même nous, on est toujours en modification. On vient, on est bébé, adolescent, adulte. Après, on vieillit. À un moment donné, il y a une dégénérescence cellulaire. On pourrait dire que là aussi, on est détenteur de ce germe christique, mais on a besoin, comme une graine a besoin d'une bonne terre pour devenir un arbre, on a besoin d'un plan d'éducation à la conscience christique. Ça fait partie de l'enseignement Cristal Shaya, l'enseignement à la conscience Melchizedek,
la conscience de droiture. En fait, tout le travail aussi des portails qui sont en lien avec l'enseignement Melchizedek, c'est ramener à la norme ce qu'on appelle la trinité d'amour. Parce qu'on dit toujours « Ah, je suis amour », mais ça veut dire quoi, je suis amour? Je suis à la fois connaissance des lois de vie, mais les lois de vie ne sont pas extérieures à moi, elles sont à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. God is inside, God is outside. Dieu est à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi. Et puis, dans l'amour, il y a aussi le lien d'amour, l'état amoureux. Tu es un autre moi, je respire avec toi. C'est aussi l'état amoureux, c'est maître et disciple en même temps. Je suis ni au-dessus de toi, donc je ne vais pas prendre le pouvoir sur toi. Je ne suis pas en dessous de toi, je ne vais pas te donner le pouvoir, mais je vais respirer avec toi. Et parce que nous allons respirer ensemble, nous allons pouvoir vraiment nous regarder en toute transparence. Et puis aussi, dans cette trinité d'amour, il y a l'amour éternel, ce devoir d'amour. Mais ce n'est pas un devoir extérieur de quelqu'un qui viendrait nous dire, voilà, ton devoir, c'est de servir le bien commun. Non, ce n'est pas un devoir qui émane de l'extérieur, c'est un devoir qui est ressenti dans le cœur. C'est une nécessité de préserver le vivant. C'est une nécessité de faire qu'en sorte on puisse accéder au bonheur. Ne rien vouloir pour soi égoïstement, mais offrir, mettre du sens, avoir une intention qui soit une intention non pas orientée sur soi, mais une intention qui soit portée vers les autres. Alors, tu nous parles de beaucoup de choses. J'ai pas fini de parler des portails. Ouais, on commence tout juste. Donc, j'ai bien retenu aussi que dans la descente de l'être solaire, il arrive aussi avec les recontactés. Il arrive, si tu veux, l'être solaire, il vient avec un potentiel immense, puisqu'il a une part de lui qui a vécu dans des mondes unitaires. Il a continué d'évoluer. Il y a une part de nous-mêmes qui a continué à évoluer vers des plans de lumière. Et il y a une part qui a été malmenée et qui s'est jugée aussi. Et c'est avec cette part-là qu'on s'est dit, j'ai pas le choix, quand on nous a proposé le plan Terre. Donc, on est cette espèce de mélange. Et l'être solaire, quand il descend, bien sûr qu'il va venir nous apporter cette puissance d'être. Mais pour qu'il puisse incarner cette puissance d'être, pour qu'il puisse s'incarner dans cette puissance je suis, il va falloir que nous l'aidions aussi à guérir tout ce qui entrave sa puissance de rayonnement d'amour. En travaillant sur nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes un espèce de portail organique, si je puis dire, un réceptacle. Et en traversant ces portails de rédemption et de solarisation, nous rentrons progressivement dans l'alchimie de notre propre patrimoine cellulaire, en co-création avec les maîtres, bien sûr. Alors, maintenant, comment arrivent les portails vis-à-vis de cela? Et dans quel ordre? Quelle est la fonction des portails? Alors, il y a deux types de portails, puisqu'on dit rédemption et solarisation. Donc, il y a 3 portails de rédemption. Parce qu'au départ, les premières extensions, les premiers éléments qu'on travaille de notre être solaire, c'est les parts victimes. Les parts qui ont souffert, qui ont été abusées, qui ont été agressées, mutilées. C'est ces parts-là qu'on accueille en premier. Alors, quand on les accueille, c'est la mémoire de notre être solaire qui a été mis dans des laboratoires, sur des tables, et qui a été ausculté, à qui on a inoculé des implants, des structures leurres, etc. Donc c'est ces parts-là
qui arrive en premier. Et elle n'arrive pas seule, parce qu'il faut savoir qu'une extension a tout un environnement d'êtres involutifs qui ont très peu d'empreintes germo-christiques, voire même parfois pas du tout. Donc ces reptiliens, la plupart du temps, qui étaient habitués à faire ce qu'on leur dit de faire, tout d'un coup, ils se sentent très déstabilisés. Et il y a beaucoup de peur aussi chez ces êtres parce que ils ont peur d'avoir trahi, de ne pas avoir été à la hauteur de la charge qu'on leur a donnée, mutiler des êtres, les ausculter, les tenir en otage. Donc c'est un peu difficile aussi. Donc il y a tout un travail qui se fait pour calmer ces reptiliens. Et puis aussi de la part de nos extensions, il y a des extensions qui n'ont pas envie de vivre la réconciliation parce qu'elles ont peur. Elles se disent à chaque fois qu'on a été amour, on s'est fait matraquer, on s'est fait trahir. Donc là, on nous demande de réconcilier, on nous montre des involutifs qui apparemment seraient prêts à se réconcilier, mais est-ce qu'ils sont honnêtes? Il y a tout ce type de questions. Donc on travaille beaucoup là-dessus dans le premier portail. On apprend aussi, bon je ne vais pas détailler chaque portail parce que ça fait partie d'un enseignement, on apprend aussi l'allégeance. On comprend un peu mieux l'enseignement du Christ lorsqu'il disait « Ephata talitakum akulutei moi », c'est « je m'incline ». On apprend, on rééquilibre justement dans cette trinité d'amour ce qu'on appelle l'allégeance, qui est un des principes christiques majeurs. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Il faut quand même savoir que ceux qui ont été habitués à la soumission ne sont pas dans l'allégeance. La soumission, c'est j'obéis à quelqu'un d'extérieur parce que c'est mon supérieur, donc il a plus de pouvoir que moi, parce que j'ai peur des répercussions que ça peut avoir. Donc la soumission, c'est quand même de nature un peu involutive. On retrouve ça dans les sociétés pyramidales. On se soumet à son patron, on se soumet à la loi extérieure, même si on n'est pas d'accord, même si elle est fausse. On est obligé de se soumettre. L'allégeance, on rentre dans la puissance de l'alignement du cœur. Qu'est-ce qui est dans l'ordre divin? L'ordre divin, c'est c'est cet état d'amour, cet état de service, mais pour la cohésion des mondes, et non pas pour ses intérêts personnels et individuels, dans son individualité, je veux dire. Donc, on apprend aussi aux involutifs, et en même temps, en apprenant aux involutifs, on rééduque ces parties de nous qui ont été maltraitées, à retrouver cet état d'allégeance. Et puis aussi, le souffle divin, la transmission du lien d'amour, la transmission qui se fait par la déesse, la mère divine. Il faut savoir que par exemple des races comme les races reptiliennes n'ont pas forcément reçu ce que l'on appelle le souffle d'Isis. Ils ont été privés de cela dans leur évolution, parce que c'est quoi l'attribut majeur que va retransmettre la déesse mère? C'est l'empathie. On a bien sûr privé des involutifs exécutants, on les a privés d'empathie. Si on leur donnait cet attribut, ils se poseraient des questions. Si on a de l'empathie, on ressent ce que ressent l'autre, donc on a plus de difficultés à le faire souffrir. Donc les reptiliens, malheureusement, pour devenir des exécutants, des monarques conquérants, ils ont été privés d'empathie, ils ont été privés du souffle d'Isis. Donc, ils ont été stoppés dans leur évolution. C'est ça aussi qu'ils réintègrent à travers les portails de rédemption. Et puis, dans un des portails, on a affaire aussi à de la dissidence. Justement, le service au bien commun.
si je suis au service du bien commun, en quoi ça va me servir moi, pensent certains. Alors les dissidents, ce sont justement des involutifs type Dracos ou reptiliens, plutôt Dracos quand même, qui finalement, pourquoi pas se servir de ce qu'on apprend dans les familles christiques pour se faire prévaloir, pour avoir un pouvoir sur les autres, un pouvoir magnétique. Et souvent, ce sont des êtres très brillants. Donc, on a un peu tout ça. Et puis, donc ça, c'est dans les portails de rédemption, on va plus travailler sur l'environnement, même si nos extensions sont aussi prises en charge et retrouvent une éducation. Mais ensuite, on a les portails de solarisation, où là, on va beaucoup plus profondément dans l'ADN. On travaille plus avec les extensions rebelles. Les extensions rebelles, c'est l'être solaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? À force d'avoir des extensions victimes, à force d'être fragmenté, il est tombé dans l'illusion de la séparation. Il s'est senti séparé de lui-même, de sa divine présence je suis, et il a commencé à se juger. Là, j'ai pas été à la hauteur, là, j'aurais dû faire autrement. Il a commencé à avoir de l'attachement, des colères, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'infériorité, et il s'est morcelé. En fait, les extensions rebelles sont plus les problématiques de l'être solaire, de lui vis-à-vis de lui-même. Donc, dans les portails de solarisation, on va plus travailler cela, on va plus travailler aussi la solarisation, la rédemption, si je puis dire, des codes lucifériens. Puisque nous sommes en même temps un métissage de ces codes, mais les codes lucifériens, c'est un peu différent que juste des codes involutifs. Ce sont des codes de démons qui ont été inoculés et qui se sont métissés avec du germe christique. Donc les codes lucifériens, tels qu'ils sont aujourd'hui, empêchent justement l'épanouissement du germe christique. Donc on est en train de rétablir la matrice des codes lucifériens, ce qui est énorme. Enfin, quand je dis nous, c'est nous avec les maîtres, à l'intérieur de ces laboratoires que sont les portails. Alors me vient une question, c'est dans ces portails, on traite aussi bien notre part involutive, qui nous appartient tous, c'est-à-dire ce que tu appelles notre ADN hybride, c'est cela, mais aussi les races dites involutives, le sont-elles vraiment, les dracos, les reptiliens. C'est la première fois qu'on entend effectivement que les reptiliens puissent aussi avoir ce chemin de la rédemption. C'est vrai, merci de me poser cette question, c'est important parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette humanité lorsqu'on nous parle, par exemple, des reptiliens, on nous les présente comme les méchants. Je ne vais pas non plus tomber dans l'inverse et dire « ah oui, c'est les gentils ». Non, il faut savoir que les reptiliens qui, je dirais, sont derrière nos gouvernements, il faut quand même le dire, il y a une influence reptilienne. On n'est pas dans des sociétés qui œuvrent pour le bien commun. Même nos lois, elles sont faites sur le système du vote. Donc, c'est ceux qui ont le plus de voix qui ont raison. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on a plus de voix que c'est juste. Ce n'est pas à l'unanimité. Les lois ne sont pas votées à l'unanimité. Si elles étaient votées à l'unanimité, ça voudrait dire que toutes les dimensions, la vie dans toutes les dimensions a été respectée. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cela, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais donc les reptiliens qu'on nous présente sont les reptiliens qui eux-mêmes ont été au départ modifiés. Ils ont été rendus féroces. Ils ont été rendus féroces. Alors vous allez me dire par qui ? Il faut rentrer là dans la cosmogonie du système d'Orion.
cet âne, qu'on appelle Sat-âne, Satan, celui qui enchaîne à l'anneau perpétuel, qui est plus un principe, comme le Christ est un autre principe. C'est plus un principe qui induit la séparation, qui induit le chaos. Donc ces reptiliens ont été modifiés génétiquement. Il y a même eu des guerres à l'intérieur même des familles reptiliennes. Il y en a qui étaient neutres, pacifiques. Et puis, en modifiant une partie des reptiliens, en les rendant féroces, on a empêché les autres aussi d'accéder à ce souffle divin pour qu'ils puissent continuer leur évolution et être ensemencés de la conscience christique. Il faut bien le préciser. Donc, bien sûr, dans un premier temps, nous n'agissons pas dans les portails sur les reptiliens féroces. Ça se fait par résonance. On va d'abord travailler sur des reptiliens exécutants qui ont été rendus féroces quand même, mais il y a une part d'eux qui à force d'être en contact avec nos extensions victimes, ont quand même un peu développé un peu d'empathie. Mais ils sont dans le déni de l'empathie aussi. C'est pour ça qu'on les fait, en les faisant travailler sur eux-mêmes dans les portails de rédemption, ils deviennent plus conscients de ça, ils le développent, ils développent l'empathie en fait. Donc l'amour, la rédemption, l'allégeance, c'est pour tout le monde, ce n'est pas réservé qu'aux êtres humains. Non, heureusement non. La rédemption, la réconciliation, le retour vers la source unitaire et recevoir, si je puis dire, le germe christique et le faire en sorte qu'il s'épanouisse, oui, heureusement, c'est une possibilité qui s'ouvre à toutes les humanités et justement, l'ascension de l'humanité terrestre peut permettre cela. C'est ça notre richesse en tant qu'être humain, c'est d'être démétissé justement. Il faut bien comprendre que dans les temps galactiques, le métissage c'était vécu comme une perversion, comme une malédiction, comme une honte. Être métissé, c'était presque être sali, perdre sa pureté originelle. Alors oui, d'une certaine façon, nous avons perdu, à force d'altération de nos codes, nous avons perdu une part de cette pureté originelle, mais en même temps, en retravaillant sur tout ce qui a été modifié, altéré en nous, en ramenant tout cela progressivement à la norme du Créateur, ça va nous permettre aussi de transmettre une information aux involutifs, aux reptiliens, à ceux qui n'ont pas d'empreinte de code christique. Ça va pouvoir se faire parce qu'il y a cette loi de résonance. On ne peut pas aller éduquer, par exemple, des reptiliens si on n'a pas un petit peu de code reptilien en nous. Ils ont besoin de se reconnaître, il y a besoin qu'il y ait une fréquence qui entre en résonance. D'accord. Donc... S'il n'y a pas la résonance, je dirais, de l'identité de l'ADN, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que l'ascension d'une partie de l'humanité, c'est vraiment quelque chose qui va profiter à plusieurs humanités. On agit dans les multi-univers. Juste un instant, si les personnes pouvaient se rendre compte de cette réalité-là, je crois que on serait moins en colère par rapport à l'incarnation. Beaucoup de semences d'étoiles, beaucoup de travailleurs de lumière sont en colère parce qu'ils se sentent impuissants dans ce monde. Ils ont l'impression que exister sur Terre, ça ne correspond pas à la réalité de leur âme, de
de leur présence divine, ce qui est vrai, mais en même temps juste de prendre conscience que tout ce que nous avons traversé, d'incarnation en incarnation, tout ce cycle d'involution et cette possibilité aujourd'hui de faire la synthèse de tout ça pour créer une nouvelle empreinte, une empreinte qui va être une empreinte éducative, si je puis dire. Je trouve que c'est plutôt une très belle idée, c'est vaste, c'est infini. Alors, tu nous as parlé qu'il y avait 12 portails, 3 de rédemption, 9 de solarisation. Alors, on en est où là aujourd'hui? Il y a combien de portails d'ouverts? Il en reste combien? À l'heure où je vous parle, nous sommes donc en septembre-octobre 2018. Donc à l'heure actuelle, nous avons déjà ouvert 3 portails de rédemption, une première trilogie de portails de solarisation, et nous avons entamé le premier portail d'une deuxième trilogie. Donc en tout, nous sommes à 7 portails sur 12. L'année prochaine, en mois d'avril 2019, nous allons vers l'ouverture d'un nouveau portail en Éthiopie. Et notre partenaire est Oasis Voyage. Et je les remercie d'ailleurs pour tout le travail qu'ils font, notamment Eric Grange, qui est à chaque fois bien inspiré par Kristal Chaya pour mettre le doigt sur les endroits qui vont servir pour l'ouverture des portails. Donc le prochain portail sera l'Éthiopie. Ensuite, on aura l'Iran, la Perse. Voilà. Et puis après, le désert de Gobi, Jérusalem. Et oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, je ne sais plus. J'ai un petit... Et puis en tout cas, voilà, le dernier portail, ce sera Sedona aux États-Unis. D'accord. Alors, maintenant, admettons, les 12 portails sont ouverts. On est très heureux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a une suite? La suite, c'est aussi ce que nous allons co-créer à travers tout le chemin de conscientisation que nous aurons vécu à travers ces portails. Alors vous allez me dire, oui, mais pour le moment, les portails, il y a peu d'humains qui connaissent l'enseignement de Kristal Chaya. Oui, proportionnellement à l'humanité, il n'y a pas énormément d'humains qui connaissent cet enseignement, mais ils vont découvrir cet enseignement parce que grâce aux Mémoires d'Orion, qui seront aussi, c'est un livre qui sera aussi édité en anglais et peut-être en plusieurs langues, donc forcément, au bout d'un moment, les personnes vont découvrir cet enseignement, vont prendre conscience. Et il y aura un mouvement qui va forcément se créer, puisqu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont prendre conscience de la descente de leur être solaire, du travail qui peut se faire à l'intérieur des portails. Les portails eux-mêmes vont générer des particules adamantines. Parfois même des personnes iront tout simplement sur ces lieux sans même savoir que c'est un portail, et ils ressentiront l'énergie travailler à un tel point que peut-être leur niveau de conscience va se modifier. Déjà, ça, c'est un travail. En plus, ces portails vont permettre aussi à la Kundalini de la Terre d'œuvrer, mais avec un peu plus d'harmonie, sans que ce soit violent ou trop difficile pour l'humanité, puisque si la Kundalini de la Terre bouge, ça veut aussi dire que les éléments sont tous en mouvement. Les terres, l'air, le feu, l'eau, la terre. Et puis aussi, on peut voir encore un autre élément très important, c'est la création de ce qu'on appelle les îlots de lumière. Commencer à entrevoir la construction, la possibilité de ces îlots de lumière sur Terre.
je pense que de toute façon, les portails ont une vocation qui est d'abord de travailler sur notre propre matière, sur notre propre éveil, sur une remise à la norme de notre ADN christique. Et au-delà de cela, je pense que les portails ont une vocation de restitution d'une arche d'alliance, l'arche de l'humanité nouvelle. Donc tout le monde peut travailler avec ces portails, en individuel, en collectif. Comment ça se travaille, en quelques mots Oui, alors, comment ça se travaille? Sans rentrer dans les détails. Tout d'abord, je suis mandatée par le maître Cristal Shaya et la fraternité dorée d'Orion, présidée par le maître Shintanaya Horus-Krone, pour l'ouverture de ces portails. Une fois qu'un portail, comment ça se passe? Un portail donc va s'ouvrir, il y a des personnes qui se sentent appelées à venir au voyage, ou plutôt c'est Cristal Shaya qui va les appeler à venir. Et pourquoi des personnes vont se sentir plus appelées que d'autres? Parce qu'elles portent dans leur corps vibratoire des codes. Elles sont gardiennes de ces codes depuis le temps de la Lémurie. Donc au moment où le portail s'ouvre, les codes viennent se placer à l'intérieur du portail. Et ça se fait, je dirais, sans nous, sans notre tête, sans notre intellect. Il n'y a pas un protocole précis. C'est quelque chose qui se vit. Je canalise les maîtres. Il y a des chants, il y a des choses qui se passent pendant le voyage. C'est un peu... déjà, le voyage en lui-même, c'est une sorte d'alchimie. Et puis, après cela, dans les différents séminaires, je canalise, je dirais, l'environnement, c'est-à-dire toutes les entités qui sont dans ces portails, des involutifs en voie de rédemption, des parties de notre être solaire qui sont aussi en voie de rédemption, comme par exemple, on a vu que le dernier portail d'Atacama a fait apparaître ce qu'on appelle des pontes. Des pontes, ce sont des chefs d'orchestre de nos extensions rebelles qui, pour ne pas perdre complètement l'essence christique dans notre ADN, ces pontes, c'est une partie de nous qui a négocié avec les forces involutives. Voilà, donc tout ça, je le canalise, et au fur et à mesure de ça se dégagent des protocoles. Des protocoles pour chaque portail. Ces protocoles sont comme des soins énergétiques. Il y a un langage. Il y a un langage dans les portails de solarisation avec les sauts d'unité quantique. C'est un langage de feu que j'ai canalisé, que je transmets aussi par des initiations, donc c'est un langage, et c'est un langage aussi, il y a une façon de parler aux involutifs, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a une façon de communiquer dans le lien d'amour. Gardienne de connaissance, c'est aussi manifestation de ce verbe qui doit être le réceptacle du lien d'amour. Donc, c'est aussi à travers les différentes rencontres avec ces involutifs que j'ai pu mettre en place, avec le maître Cristal Shaya et ma part galactique Shamira, mettre ce langage. Donc, quand je fais vivre des nettoyages, des guérisons, des harmonisations de ces extensions, ça se fait en groupe, avec toutes aussi des canalisations, des channelings du maître Cristal Shaya qui va expliquer ce qui se passe dans différents portails. Ensuite, je ne donne plus de consultations individuelles, mais je travaille avec Christian, avec toi d'ailleurs, Shah Minra, et Christian donc fait passer en séance individuelle les personnes qui le souhaitent à vivre ce travail d'alchimie dans les portails. Voilà. Et dans le futur, quand le maître Cristal Shaya nous aura donné son autorisation, nous formerons certainement ce qu'on pourra appeler des conducteurs dans les portails de rédemption et de solarisation. Voilà. Mais c'est important
de vivre les protocoles, soit en groupe, dans les stages, soit en individuel. Parce que parfois, il y a des personnes qui disent, bon ben voilà, il y a une extension, là il y a des thérapeutes qui disent, tu as une extension, ben voilà, on va amener cette extension vers tel portail, et puis le travail se fait. Bon, déjà pour que le travail se fait, il faut que la personne, elle ait conscience de tout cet enseignement, de cette descente de l'être solaire. Et même si elle connaît tout cela parce qu'elle suit régulièrement les stages, si elle se dit, ah ben voilà, j'amène mon extension, admettons, jusqu'au premier portail d'Aramuru, est-ce qu'elle est vraiment consciente de ce que son extension est en train de vivre, de ce que l'environnement de son extension est en train de vivre? Est-ce qu'elle a conscience de la problématique de son être solaire? Donc il ne s'agit pas non plus simplement d'amener une extension vers un portail, même si des choses peuvent se ressentir et se guérir en partie. Il est important de conscientiser ce qui se guérit à l'intérieur des portails. Et encore, même si on prend conscience de la problématique de son être solaire, peut-être que ça représente un fragment de tout le travail alchimique qui va aussi au-delà de notre compréhension et de nos perceptions. Puisque dans les portails, c'est infini le travail qui peut se faire avec les maîtres. Bien, grand débat, on pourrait encore développer. Ah oui, on pourrait bien sûr, mais pour développer, on a aussi actuellement l'école Melchizedek en ligne. Alors que je vous explique quand même un peu. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique. J'étais plutôt réfractaire à tout ça, hein, parce que c'est une technologie plus atlante que lémurienne. Et j'ai plus un peu une ancienne lémurienne. Hein, mais bon, il faut s'y faire à la technologie. Donc on a bien sûr un site qui est crystalchaya.com. Et dans ce site, vous avez l'école en ligne. Donc l'école Melchizedek en ligne. Il y a un premier séminaire qui est donné, qui parle justement des portails de rédemption et de solarisation dans le processus d'adombrement de l'être solaire. Parce que bon, l'être solaire a un environnement complètement différent du nôtre. Donc beaucoup de personnes à l'heure actuelle perdent un peu leurs repères parce qu'elles sont traversées par des énergies qui les dépassent un peu et elles ne savent pas trop comment gérer ça. Donc je vous invite en tout cas à découvrir cet enseignement en ligne. Régulièrement aussi je donne des séminaires. Alors qu'est-ce qui se passe dans les séminaires? Ça va dépendre aussi de des personnes qui sont présentes. Je ne peux pas savoir à l'avance ce que le maître Cristal Chaya va dire ou ce qui va se passer pour les uns et les autres. C'est un travail alchimique directement qui se fait sur nos corps énergétiques. Alors bien sûr, il y a quand même des éléments de connaissance. Mais ces éléments de connaissance, je dirais, c'est une question d'habitude, de langage, mais ce n'est pas le plus important. C'est ce qui va se passer cellulairement qui est le plus important. Alors si vous avez, vous, envie de découvrir davantage l'enseignement de Cristal Chaya, déjà vous pouvez lire les conclaves des éditions Ariane. Il n'y a pas que le maître Cristal Chaya qui s'exprime dans ces conclaves, il y a d'autres maîtres. Ensuite, tous les mois, je donne une télé-enseignement que vous pouvez aussi retrouver sur mon site pour vous inscrire. Et puis, l'enseignement en ligne va continuer. Il va y avoir d'autres enseignements qui seront donnés sur les lois cosmiques, par exemple, d'autres sujets. Et puis aussi, maintenant, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Shamira Cristal Chaya. Et régulièrement aussi, vous serez tenu informé de tous les événements, séminaires et autres. Et bien sûr, il y a la lettre mensuelle. La lettre mensuelle que vous retrouvez sur le site de Cristal Chaya. Vous pouvez vous inscrire, elle est gratuite.
Et tous les mois, vous avez un message du maître. Parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent s'investir à beaucoup de choses, au voyage, au séminaire. Il y en a un peu moins pour d'autres raisons. Ils ont des difficultés de se déplacer, une situation familiale qui ne leur permet pas de venir jusqu'à Paris ou Dionnet ou ailleurs. Donc il y a le e-learning. Et puis il y en a aussi qui ont des difficultés matérielles, donc il reste quand même le téléenseignement qui a un prix modique et puis la lettre mensuelle qui est gratuite. Mais là aussi, je dirais quelque chose aux personnes qui ont, je dirais, la maladie avec l'argent, qui ont des difficultés de prospérité. Il y a parfois des choix à faire. Donc oui, il y a des personnes, beaucoup de personnes qui fument un paquet de cigarettes par jour. Si elles arrêtaient de fumer, tout simplement, elles gagneraient par mois le prix d'un séminaire. Il y a aussi des personnes qui veulent faire beaucoup de choses, qui ont une spiritualité, je dirais, de consommation, d'information. Ils sont à la recherche d'informations. Mais le plus important, c'est de viser la transformation. Je dirais que si vous suivez l'enseignement de Kristal Shaya, c'est important, comme pour tous les enseignements, de s'immerger pendant un temps dedans. Ça me paraît évident. Si vous venez juste comme un touriste à un stage et que vous ne revenez plus, bon, vous aurez certainement quelque chose qui aurait été posé là en vous, mais c'est pas la même chose. Je vois une grande différence pour les personnes qui viennent régulièrement, qui suivent assidûment les enseignements, au moins pendant 1 an, 2 ans. Il y a de vraies transformations dans leur vie. Elles trouvent vraiment le sens de ce qui leur arrive. Mais le sens de ce qui leur arrive dans leur multidimensionnalité, jusqu'à leur origine. Ils arrivent à faire le lien finalement entre leur karma terrestre et leur karma galactique. Et là, quand on fait le lien, on se rend compte qu'il y a une intelligence cellulaire. Waouh! Chacune de nos cellules est divine. Elle est intelligente. Elle va tout mettre en œuvre pour trouver l'information dont on a besoin pour notre évolution, notre grandissement. C'est quand même... c'est magique, c'est énorme. Bien. Donc on te remercie tous. Une dernière petite question ou une grande question. Tu nous as dit que bientôt c'est l'ouverture donc du 8e portail. Oui, hein, en Éthiopie. en oui. Éthiopie. Comment on peut se préparer? Est-ce qu'il faut se préparer? Est-ce qu'il y a une préparation? Alors il y aura une préparation, un séminaire de préparation avec Oasis Voyage en janvier 2019. Mais je dirais la préparation, elle est au quotidien, tout le temps. C'est déjà, bien sûr que si on a des personnes qui suivent régulièrement les enseignements de Kristal Shaya, forcément, au moment de l'ouverture du portail, il y a des choses qui seront plus affinées, plus dans la compréhension. Mais en même temps, il n'y a pas de règles. On accepte tout le monde. Il y a des gens, ils n'ont jamais entendu parler de Kristal Shaya, et tout d'un coup, ils reçoivent l'information du voyage, et ils sont appelés. Voilà. Et je dirais que la préparation, oui, elle se fait entre 2 portails. Elle se vit dans les séminaires, puisque c'est dans les séminaires qu'on va dans les laboratoires du portail et que se dévoile tout ce qui se guérit à l'intérieur du portail qui vient de s'ouvrir. Alors, Shamira, quel serait ton dernier mot pour ceux qui te regardent? Je leur dirais aujourd'hui, je fais le choix d'être incarné.
Je fais le choix d'être incarnée, alors que peut-être 10 ans, 20 ans de cela, je disais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je suis là. Aujourd'hui, ma conscience a changé, je fais le choix parce que je grandis en amour, mes guérisons se font. J'ai vécu des initiations dans ces portails, dans l'enseignement que je retransmets. Comme je le dis souvent, je ne suis pas qu'un canal, qu'un tuyau qui reçoit le maître et puis le maître s'en va. Et non, j'ai ma part de responsabilité aussi. C'est un travail de co-création. C'est un travail, je dirais plus qu'un travail, c'est un état amoureux. Je suis en état amoureux avec Kristal Shaya. Et tout ce que je vis, même si par moments ça grince, c'est inconfortable, parce que c'est pas toujours confortable, j'ai confiance en le maître. J'ai confiance parce que je sais que à chaque initiation, je deviens de plus en plus consciente et plus responsable aussi. Et je dis bien initiation, parce que initiation, dans le mot initiation, il y a mettre du sens. Alors qu'une épreuve, dans les faits, ça peut être pareil. Par exemple, faire un accident, perdre un enfant, perdre un parent, c'est une épreuve. Mais une épreuve, c'est quelque chose qu'on subit. C'est quelque chose où on n'arrive pas à mettre du sens. Et je dirais que l'initiation, même si c'est un moment inconfortable, insoutenable même parfois, où on est confronté à nos propres résistances, c'est toujours un état de grâce quand on est accompagné par la présence des maîtres. Parce qu'on en ressort différent, grandi. Donc, je vous dirais, puissiez-vous être accompagné par un maître, peut-être le maître Kristal Shaya, pour traverser ces initiations le mieux possible et faire le choix d'être incarné. D'être incarné en tant qu'instrument du changement. Voilà ce que je partagerai avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et puissent vos êtres solaires descendre dans cette humanité. Puissiez-vous être les réceptacles de vos êtres solaires, être dans cette respiration amoureuse avec votre être solaire. À très bientôt. Au revoir.